Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je ne vais pas vous dire vous nous avez manqué. Les marchés non plus nous ont pas manqué. En tout cas, pas ces baisses. Quand on a fini la dernière émission, ça semblait plutôt s'arranger, plutôt se calmer. On était un peu tous sourire. Là, vous allez voir, enfin, vous verrez un peu plus de grimaces que d'habitude. Alors, pour mon édito, je ne vais pas parler des marchés, je vais laisser ça à David tout à l'heure. Je vais parler de l'argent. L'argent est devenu magique. Emmanuel Macron a inventé le concept de l'argent magique. Chaque fois qu'il y a un problème, il distribue pour y pallier. Il a commencé avec le confinement où il a inventé la politique du quoi qu'il en coûte, puis il a commencé et continué avec les chèques, chèques contre la vie chère, chèques carburant, et ainsi de suite. Et il est prêt à ouvrir les vannes et à trouver des solutions pour tout et à donner de l'argent. L'argent d'un État, c'est du déficit ou des impôts. Peu de chances qu'il remonte les impôts et peu de chances qu'il les remonte aussi vite, même s'il y a un petit peu d'argent qui va être gagné avec les carburants, que l'inflation va aider le budget, mais comme on n'était pas dans un budget vraiment équilibré, ça ne va pas vraiment être une aide magique. Ça va être plutôt une cagnotte à la Jospin, donc un peu moins de déficit que prévu. Mais le déficit va être haut. Est-ce que cela va fonctionner? Pour sa rédaction, oui, ça a fonctionné. Pour sa majorité, c'est pas gagné, mais allez, on va être sympa, ça va marcher. Et pour le reste, je dis bien sûr que non. Il nous emmène vers de sacrés problèmes. L'inflation n'est que le premier. On pourrait dire le contraire. L'inflation va régler les problèmes des excès d'argent des banques centrales. Et c'est là-dessus que j'ai envie de débattre. Est-ce qu'il nous emmène vraiment vers des problèmes ou est-ce qu'en fin de compte, cette inflation règle le problème de la dette puisqu'il va nous la faire baisser tout seul et qu'en fin de compte, il crée un nouveau problème qui sera réglé par un nouveau système. Donc voilà, donc vous connaissez mon opinion, ça va créer des problèmes. Et donc j'aimerais vous entendre, est-ce que cet argent qu'on distribue comme ça règle des problèmes ou crée des problèmes? David, comme d'habitude, vous commencez. Merci Bernard. Vaste sujet, avec une réponse qui se doit d'être un peu différenciée. Si on est dans un système où on commence à distribuer de l'argent à tout le monde, on va finalement ne pas calmer l'inflation, puisque pour calmer l'inflation, il n'y a pas de remède miracle, il faut que la demande ralentisse. Donc, de ce côté-là, la demande, elle ne peut ralentir que si il y a un effet prix ou un effet richesse négatif, quelque chose qui va faire chuter la consommation des ménages. Donc, si on soutient la consommation des ménages, finalement, on n'arrivera pas à faire baisser cette inflation et donc le problème ne sera absolument pas réglé. Maintenant, réponse qui se doit d'être nuancée un petit peu. Si on se retrouve vers des aides extrêmement ciblées vers, je dirais, les classes sociales les plus nécessiteuses sur des biens uniquement de première nécessité qui permettent finalement d'éviter des mouvements sociaux qui pourraient se créer. Il ne faut pas oublier, en allant pas très loin de chez nous, en Afrique du Nord, on se souvient que l'origine des printemps arabes, c'était l'augmentation du prix des matières premières, notamment du prix du blé, de la farine et du pain. Voilà. Donc, si c'est dans ce cas-là, je pense qu'il y aurait quand même des vertus à ce que cela se mette en place. Voilà. Donc, réponse différenciée, mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de remède miracle. Pour calmer l'inflation, il faut calmer la demande. Pour calmer la demande, il faut que ça soit plus cher et que la consommation se calme. OK, alors là, on a une vue bien technique. Sébastien, vous voyez les choses comment, vous? Et essayons de rester vraiment sur le fait des problèmes, c'est-à-dire que l'inflation est un problème, mais il peut en engendrer d'autres. Hein. C'est-à-dire que l'inflation, et on a vu avec les banques centrales, enfin, ce qu'elles font aujourd'hui, les banques centrales, c'est qu'elles raréfient l'argent. En raréfiant l'argent, elles essayent de contenir l'inflation, et en contenant l'inflation, elles font baisser les marchés. Et aussi, elles ralentissent l'économie. En faisant baisser les marchés, elles font baisser le patrimoine et la richesse des gens qui possèdent de l'argent là-dessus et qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'économie. Et en faisant ralentir l'économie, c'est tout le monde qu'elles appauvrissent. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire que globalement, elles empêchent les hausses de salaire parce que l'économie ralentit. Si l'économie ralentit et que les bénéfices ne sont pas au rendez-vous, tous ceux qui ont un petit peu de salaire ou un petit peu d'avantage dans leur société, que ce soit en France avec la participation et des choses comme ça,
il va y en avoir un petit peu moins. Ça va être aussi plus difficile de négocier ou des augmentations, des choses comme ça. Donc, elles appauvrissent tout le monde. Ce qu'essaye de faire Macron et son équipe, c'est de pallier pour partie cette chose-là en disant, OK, les banques centrales, elles font leur job. Moi, ce que je vais faire, je vais aider. Et je vais aider en essayant de cibler. Ce n'est pas aussi facile que ça, mais globalement, il va essayer de cibler et j'ai envie de dire d'alléger la note. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous entendre, Sébastien. Est-ce que vous pensez qu'en faisant ça, il règle un problème et il en atténue un, ou en faisant ça, il en crée un autre sans s'en rendre compte, ou peut-être en s'en rendant compte, mais comme les hommes politiques ont une vie de 4 ans, il se dit que ce sera le prochain qui réglera le sujet. Allez, Sébastien, on vous écoute. Merci pour cette longue mise, je dirais mise en perspective. Effectivement, aujourd'hui, on va dire qu'il y a une problématique à long terme. Et à long terme, il peut se passer énormément de choses différentes. Donc, je pense qu'il faut se focaliser aujourd'hui sur le court terme, sur cette inflation, qui, je pense, quand même, est pas très loin de son pic. Et ça, il faut l'intégrer aujourd'hui. C'est un sujet un peu à fleur de peau. Mais je pense très sincèrement que l'inflation va ralentir dans les 6 à 12 prochains mois. Alors, ceci dit, on ne reverra pas d'inflation à court terme à un taux de 2%, hein, clairement. Mais aujourd'hui, quand on voit des chiffres d'inflation qui sont de l'ordre de 7 ou 8% en rythme annuel, on n'est probablement pas très loin d'un pic qui est lié notamment au confinement en Chine, avec des ruptures d'approvisionnement, qui est lié bien entendu au conflit en Ukraine. Et tout ça va ralentir l'économie. Et donc, le fait de ralentir l'économie fait qu'on va avoir une baisse de l'inflation, en tout cas un ralentissement de la hausse de l'inflation. Et donc, aujourd'hui, je dirais il faut effectivement se préparer à une inflation qu'on peut prévoir autour de 4% sur les prochains trimestres. Mais pas forcément à un niveau d'inflation de 7 ou 8% qui soit pérenne. Ça, c'est pas du tout notre scénario. Donc en face, on a la Banque centrale européenne qui va normaliser sa politique monétaire. On parle bien d'une normalisation. On a encore des taux d'intérêt qui sont négatifs, il ne faut pas l'oublier. Dans un environnement avec une inflation à 8%, on a des taux d'intérêt négatifs. Il faut quand même chercher l'erreur. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Ça arrive un petit peu tard, mais c'est une très bonne chose. Pour autant, je ne suis pas persuadé que les taux d'intérêt de la BCE montent de manière extraordinaire, parce qu'on va vite retrouver les limites de la croissance en Europe. Et donc, de ce fait-là, notre scénario, c'est donc une normalisation des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, un ralentissement de la croissance économique et un ralentissement aussi de l'inflation en Europe. Donc, aujourd'hui, voilà notre position. Et par rapport aux PME que l'on accompagne, puisque Entrepreneur Invest, donc c'est un fonds d'investissement qui accompagne des PME françaises, aujourd'hui, la problématique de l'inflation, c'est une vraie problématique. La problématique des ruptures d'approvisionnement, c'en est une autre. Je vais vous donner un exemple. On a une société en portefeuille qui a un très, très gros carnet de commandes. Aujourd'hui, leur sujet, ce n'est pas l'inflation, c'est de pouvoir trouver du titane, voilà, trouver des pièces en titane. Donc, c'est vrai que la problématique, elle est vaste, elle n'est pas forcément uniquement autour de l'inflation. L'inflation, c'est un sujet, mais malheureusement, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec, clairement. Et puis, ça fait aussi partie, je dirais, d'un mal nécessaire si on veut réduire l'endettement des États. Clairement, c'est un impôt déguisé, c'est une évidence, mais il n'y a pas d'autre choix, c'est une partie du quoi qu'il en coûte. Alors, quelques petites réflexions là-dessus, puis après, ce sera au tour de Marie-Caroline. Alors, déjà, on va lancer un appel à la radio. Donc, si vous avez du titane ou si vous connaissez quelqu'un qui a du titane, n'hésitez pas à nous contacter. On transmettra vers Sébastien Cosson, qui fera le bonheur de cette société dans laquelle il investit. Ensuite, l'inflation, il va falloir apprendre à vivre avec. Sébastien, c'est votre jeunesse qui parle. Si vous aviez quelques années de plus, vous sauriez vivre avec, ou vous auriez déjà appris, on vous aurait appris à vivre avec. Les gens de ma génération, c'est même un apprentissage précoce qu'on a eu quand on était jeune. C'est le temps de l'école primaire, le temps du collège, et on nous a appris à vivre avec l'inflation. On n'économisait pas dans la tirelire, on dépensait parce que ça n'allait plus rien valoir quelques mois après. Voilà. Alors, Marie-Caroline, à vous, essayez de sortir de ce focus d'inflation et de vraiment voir, de plutôt considérer si cet apport de monnaie et cette aide
nous aide. Et vous ne serez pas frustrés. De toute façon, on va revenir à l'inflation avec le point marché de David, où on ne fera pas l'impasse et on y reviendra. Mais peut-être d'être moins technique et peut-être de voir comment cette espèce de nouvelle manière de créer un budget ou de venir en aide. Moi, il y a quelque chose qui me choque quand même là-dessus, mais il faut avoir pas loin de 60 ans pour être un peu choqué par ça. C'est que cette forte hausse des matières, des matières premières et de l'énergie qui crée une hausse pour les budgets, c'est exactement ce qu'on a connu en 1974, quand le pétrole a explosé. Et en vérité, ce que ça faisait, donc ça a ralenti l'économie, mais au quotidien, ça faisait exploser les budgets et les gens avaient du mal à se chauffer ou avaient du mal à utiliser leur voiture. Le message gouvernemental à l'époque, c'était très simple, c'était accompagné de publicité, c'était pas de déplacement inutile, donc prenez pas la voiture quand vous pouvez faire autrement ou alors quand vous pouvez gérer un déplacement à deux, débrouillez-vous avec votre voisin et comme ça vous économisez la moitié. Et le deuxième sujet, c'était mettez un pull quand vous rentrez chez vous à la maison et comme ça, vous pouvez mettre le thermomètre à 19 degrés parce que quand on a un t-shirt, une chemise et un pull, ben à 19 degrés, on n'a pas froid. Aujourd'hui, c'est vous inquiétez pas les gars, on va vous faire un chèque. C'est plutôt là-dessus, cette nouvelle manière de voir, cette nouvelle manière de faire, quelles conséquences ça va avoir. Allez, c'est à vous, Marie-Caroline. Il faut mettre votre micro en route. Voilà, parfait. Oui, bon. Oui, bah, tout à fait. C'est toujours dur d'entendre ou de se faire entendre dire ah, mettez un pull ou consommez moins ou du vélo, etc. En soi, c'est des bons conseils. N'empêche que est-ce que ça fait plaisir de les recevoir? Ça dépend. Mais clairement, il faut pouvoir s'adapter parce que voilà, chaque situation est différente. Et donc, comment on s'adapte? Faut essayer de toujours comprendre en fait les raisons de pourquoi il y a de l'inflation en ce moment. Et en général, quand il y a de l'inflation, c'est juste que l'économie va bien, que tout le monde veut consommer, etc. Que les salaires sont bons, que l'économie est repartie. Alors qu'en fait, là, c'est vraiment un point différent des autres un peu crise qu'il y a eu avant. C'est que l'inflation, elle est guidée par la chaîne logistique et Covid, où il y a eu plein d'entreprises qui ont arrêté leur production et du coup, le fait de repartir, ça met toujours un peu de temps, que tout le monde a besoin de tout de suite, puisqu'il y a eu un laps de temps, donc tout ce qui est stock, etc., c'est parti. Et puis après, tous les conflits, que ce soit ukrainiens ou autres, clairement, ça aide pas en termes de matières premières, etc. Donc en fait, là, les banques centrales, elles ont un job qui est vraiment pas facile, dans le sens où elles vont devoir réguler l'inflation, donc en montant les taux, mais ne pas les monter trop, entre guillemets, pour qu'après, on passe en récession. Donc ça, c'est vraiment le problème actuel, sachant qu'en général, une montée de taux, en fait, encore une fois, elle est guidée par le fait que l'économie va bien. Alors que là, il y a encore quand même pas mal de points un peu, de bémol, on va dire. Donc voilà, s'adapter, c'est clairement une bonne façon. Après, est-ce que ça passe? Ça, c'est une autre question. Et maintenant, Maël. Alors, Maël, il va nous dire c'est pas ma partie. Donc, Maël, c'est interdit de dire c'est pas ma partie. Vous allez vous mouiller et justement, parce que c'est pas votre partie, vous allez nous donner des avis différenciants, des manières d'approcher le sujet autres que celles qu'on a entendues qui sont quand même un petit peu toutes techniques. Il n'y a personne qui veut me dire si c'est une bonne chose ou si ce n'est pas une bonne chose. Comme si l'inflation agissait comme un aimant sur tous ces cerveaux pour dire. Alors Maël, trouvez une autre voie et essayez de comprendre ce qui va se passer, comment ça va se passer. Déjà, vous auriez été président de la République, vous auriez fait la même chose, Maël? Oui, je pense que j'aurais fait la même chose. Parce que tout simplement, j'imagine que j'aurais fait la même chose. Ça fait beaucoup d'hypothèses, président, et beaucoup d'inflation. Mais je pense que j'aurais fait la même chose parce que l'inflation, c'est bon pour l'État, mais ce n'est pas bon du tout pour les Français. On voit bien, par exemple, je peux vous donner un exemple. Au Luxembourg, donc moi je travaille pour une entreprise luxembourgeoise, les salaires sont indexés. Et donc il y a 2 indexations cette année, ce qui est énorme, ce qui est un coût incroyable pour les employeurs, puisque c'est des indexations automatiques en fonction du niveau d'inflation. Imaginez si en France on indexait les salaires, c'est toutes les entreprises qui crouleraient sous les augmentations de salaire. Du coup, distribuer de l'argent, c'est plus facile de contrôler ce qu'on distribue plutôt que d'indexer 2 fois par an. Et après, c'est perdu, c'est toute la vie. Ça sera toujours indexé pour l'employeur.
Donc, c'est bien pour les employés, mais pour les employeurs, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je préfère cette méthode de distribuer au coup par coup et garder la maîtrise de la distribution que de l'indexation automatique. C'est déjà une façon différente de vous présenter les choses, non? Alors, l'indexation au Luxembourg. En France, on a l'indexation pour le SMIC, hein. Et derrière cette indexation pour le SMIC, les bas salaires suivent à peu près. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus. Il y avait dans les années 70 une indexation des salaires des cadres. Ensuite, elle a été abandonnée. C'est d'ailleurs une des choses qui a permis de réguler l'inflation, puisque la spirale inflationniste, c'est vraiment dès qu'on a l'augmentation des salaires qui rentre, alors on a vraiment la spirale inflationniste. Donc vous auriez fait la même chose. Alors c'est bien, parce qu'on n'est pas d'accord, parce que moi, je n'aurais pas fait la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Et on va parler un petit peu comme un médicament. Donc, je vous ai expliqué ce que je pensais qu'il n'y avait pas bien là-dedans. Maintenant, vous, si vous pensez que c'est bien, ça veut dire que les avantages qu'on tire de venir avec des aides ciblées sur des catégories de Français ou sur la globalité des Français, vous pensez que c'est bien. Donc, bien pour le pays, bien pour l'économie, bien pour régler les problèmes et bien pour en sortir. Pourquoi? C'est bien pour les Français déjà, surtout ceux qui n'ont pas les moyens. Je trouve que c'est bien de cibler des aides pour ce type de population. Parce que si on écoute les programmes électoraux, là, on était en élection ce week-end, c'est de distribuer à tout va à tout le monde. Ça, c'est pas possible, c'est pas tenable. Donc, je préfère aider ceux qui en ont vraiment besoin et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que je prends un exemple, là. Sébastien donne un exemple intéressant. J'étais ce week-end avec un ami qui a une entreprise dans le bâtiment et il me disait que le bois, depuis l'année dernière, c'est plus 100% d'augmentation. Bah, ça, je trouve que c'est un exemple hyper parlant. Donc, quand on regarde, on ramène ça à l'économie et à la vie de tous les Français. L'huile pardon, de friture, on a vu que c'était 60% d'augmentation. Donc, si vous ne les aidez pas, ces gens-là, ils ne vont pas s'en sortir. Et donc, on va se retrouver vers plus de RSA, donc plus d'aides. Donc, au final, c'est un cercle vicieux. Donc, je préfère cibler des aides pour éviter que certains se noient, plutôt que de distribuer à tout va à tout le monde, comme on peut le faire, par exemple, ce que je viens d'expliquer au Luxembourg, en distribuant à tout le monde. Où là, ce n'est pas tenable non plus, économiquement parlant. Donc, vous pensez que c'est une partie du rôle régalien de l'État, de voir là où il y a de la peine, là où il y a de la souffrance, là où il y a de la difficulté, et donc de se dire, moi, en tant qu'État, je vais alléger cette peine, alléger cette souffrance, alléger cette difficulté qui est due à des grands mouvements mondiaux dans lesquels, ma foi, le français, on va dire un peu simple, qui ne détient pas un patrimoine et tout, il y est pour rien, et peut-être même qu'il n'y comprend pas grand-chose non plus. Alors là, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça, c'est le principe de notre État français, où au final, c'est de la répartition, donc on aide tout le monde. Et puis, je vous rappelle que la politique du gouvernement, c'est quoi qu'il en coûte. Bah, voilà, quoi qu'il en coûte, on laisse personne derrière. Et vous ne pensez pas qu'avec quoi qu'il en coûte, ça va finir par nous coûter très cher? Ah, bah, ça, je suis d'accord. Ça, par contre, je pense que ça va coûter très cher. On parlait, là, vous me posiez la question d'aide ciblée pour aider les plus défavorisés. Ça, je suis d'accord, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir. Maintenant, quoi qu'il en coûte, à tout va. Bon, quand on fait un bilan objectif, je dirais que la période du Covid, on est un pays qui s'en est plutôt bien sorti, grâce au quoi qu'il en coûte. Se projeter plus loin et se dire qu'on va continuer comme ça, c'est pas tenable. Mais vous ne pensez pas que c'est justement ce quoi qu'il en coûte qui a déclenché l'inflation? Parce qu'en fin de Non, compte, parce si au que lieu de dire c'est pas si au lieu de français. dire quoi qu'il en coûte, il avait dit allez, on va aider tout le monde, mais pas aider au même niveau. C'est-à-dire que celui qui avait un salaire de 100, ben, il va rester à la maison parce qu'il ne peut pas aller travailler, on va lui donner que 80. Et donc, on serait sorti de la période de confinement et sorti de la période de restriction, non pas avec plus d'argent que d'habitude, mais avec comme l'argent que d'habitude. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'aurait pas économisé ce qu'on n'a pas dépensé en fringues, ce qu'on n'a pas dépensé en sortie, ce qu'on n'a pas dépensé au restaurant. On n'aura pas créé un appel d'air de la consommation. C'est cet appel d'air de la consommation qui a enclenché la hausse des prix. Et ensuite, on s'est retrouvé avec un manque d'offres. Et après, bon, il y a eu les problèmes de reconfinement et les problèmes de guerre, bien sûr, qui sont venus. Mais le point, est-ce que ce n'est pas le péché originel, là? Alors, je ne suis pas d'accord avec votre analyse, si vous permettez. C'est plutôt. La contradiction, ça enrichit l'émission. Je sais que vous aimez bien, c'est vrai que vous aimez bien que je ne sois pas d'accord. C'est toujours moi le volontaire, d'ailleurs. Je dis ça à tout le monde à chaque fois, celui qui n'est pas d'accord. Non, je dirais que, plus sérieusement, je pense que c'est plutôt, vous le prenez dans le mauvais sens pour moi. C'est le Covid qui a créé un manque d'offres et la demande est revenue parce que finalement, il n'y avait plus de confinement, mais il n'y avait plus assez d'offres. Du coup, c'est ça qui a fait augmenter les prix, c'est ça qui a créé de l'inflation. Et puis, je trouve ça un peu dur, un peu réducteur pour le pauvre Emmanuel Macron de dire que c'est uniquement français ce qui vient de se passer. C'est un mouvement mondial. L'inflation, ce n'est C'est pas un uniquement mouvement mondial français. parce que tout le monde a aidé.
plus ou moins que On a aidé beaucoup plus que les autres. Même aux États-Unis, ils ont envoyé des chèques. Oui, mais on a aidé en France, c'est vrai qu'on a aidé beaucoup plus que les autres, ça je suis d'accord avec vous. Mais je dirais que, par exemple, là, en l'occurrence, tout ce qui nous arrive, là, le manque de matières premières, c'est plutôt chinois, là, en l'occurrence. C'est le Covid qui a touché la Chine, ils ne produisent pas ou ils n'ont pas pu produire suffisamment, et du coup, ça crée un décalage dans la demande. Et c'est ça, finalement, qui est à l'origine de l'inflation. Moi, je dirais que c'est plus ça. Il y a la guerre en Ukraine, ça, de l'inflation sur l'huile. Si la Chine arrivait à produire, si les unités de production chinoises tournaient à plein feu, les matières premières coûteraient encore beaucoup plus cher. Hein. Le ralentissement de la production chinoise allège un peu la pression sur les matières premières. Hein. Je dirais que s'il y avait plus d'offres, si on avait plus d'offres, ça coûterait moins cher. Au bout d'un moment, ça se normaliserait. Le problème, c'est qu'il n'y a que de la demande et l'offre n'est pas suffisante. Elle ne répond pas à la demande. Alors, avant de conclure, est-ce qu'il y a Maël qui nous a dit c'est toujours moi qui dois avoir un avis différent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose avec un avis différent? Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis contrariant, quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui pense différemment? Ou alors on va désigner un volontaire d'office. Allez, David. Bernard, pas d'accord avec qui? Puisque justement, vous dites quelque chose, Maël a dit le contraire. Donc, je veux bien être pas d'accord, mais pour le principe, c'est compliqué. Non, moi je reste encore sur un point, c'est que essayer finalement de prendre à rebours les efforts de la Banque centrale, puisque la Banque centrale, elle essaye de calmer l'économie, d'accord, de la ralentir. C'est le seul moyen de régler l'inflation. Donc, essayer de contrer ce que fait la Banque centrale en réinjectant de l'argent dans le système au travers d'aides généralisées, c'est compliqué. En revanche, encore une fois, le faire de manière, si on le fait, il faut le faire de manière extrêmement ciblée et dans un but de préservation de la cohésion sociale. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Okay. Vous êtes suisse, David? Parce que là, vous avez ménagé la chair et le chou, là. Non. Comme Marie-Caroline est ici pour la première fois, on va lui demander de conclure en 45 secondes avant que ce soit à David de prendre son point marché. On vous laisse conclure sur ce mini-débat, Marie-Caroline. C'est à vous. Non, je suis assez d'accord que oui, enfin, Covid, clairement, il fallait mettre de l'argent et au final, on pense souvent que la France donne beaucoup d'aides, l'État régalien, la cohésion sociale, etc. Mais n'empêche que là, tous les pays anglo-saxons, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, etc., ont énormément mis aussi en place de mesures. Donc, il fallait le faire, il fallait ouvrir les vannes. Après, voilà, les vannes sont ouvertes. À un moment, il va falloir les fermer puisque du coup, inflation, du coup, la dette qui augmente, du coup, après, à un moment, il va falloir la repayer. Voilà. Après, encore une fois, en ce moment, avec l'énergie, avec les produits, on va dire, de base qui sont essentiels, et l'inflation, encore une fois, ça vaut le coup probablement d'aider super spécifiquement. Voilà, donc un peu d'aide, mais pas trop, et bien spécifique parce qu'à un moment, il faut voir la réalité en face. La dette gonfle et voilà, et c'est bien de voir à 4 ans en tant que présidentielle, mais la jeune génération, voilà, on va prendre la dette pendant 30, 50, 70 ans. Donc, clairement, c'est voilà, ne pas tout ouvrir non plus. C'est ça, ça devient une dette perpétuelle. Voilà. Ouais, donc, on n'a plus de soucis sur la durée de la dette. De toute façon, ça, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde, même pour les enfants qui ne sont pas encore nés. On est rentré dans une dette perpétuelle. Hein. Ça, voilà. Ce qui n'est pas très gênant d'ailleurs. Hein. Je veux dire, ce n'est pas les gouvernements qui ont inventé les dettes perpétuelles. Des économistes ont modélisé la notion de dette perpétuelle. Et si elle est maîtrisée, elle n'est pas gênante. Alors, merci pour ces interventions, merci pour toutes ces remarques. C'est maintenant à David Casson avec son traditionnel point marché. David, c'est à vous. Merci Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons avec plaisir donc, pour une nouvelle chronique des marchés avec une semaine passée qui aura été bien pénible pour l'ensemble des bourses mondiales. L'inflation continue de semer la terreur avec un cocktail qui a de quoi terroriser le plus téméraire des investisseurs. On a d'un côté des révisions d'inflation en hausse et de l'autre des révisions de croissance en baisse. Ainsi, pour illustrer ce propos, la Banque centrale européenne a baissé ses prévisions de croissance à
2,8% pour 2022 et 2,1% pour 2023 et 2024. Elle a relevé ses prévisions d'inflation sous-jacente à 3,2% pour 2022, 2,8% pour 2023 et 2,3% pour 2024. Alors, résultat des courses, depuis le début du mois de juin, on a des marchés américains qui ont perdu 6%, ce qui porte, attention, à 18% la chute du S&P 500 depuis le début de l'année et à 28% celle du Nasdaq. Alors, l'Europe n'est pas en reste, puisqu'on a eu un recul depuis le début du mois de juin de 5%, ce qui porte à 15% la baisse depuis le début de l'année. Mais j'ai envie de dire que le pire ne se joue pas sur les marchés actions, mais bien sur les marchés obligataires. Après les déclarations de la Banque centrale européenne, les taux européens se sont tendus significativement, avec en prime un risque dont on n'avait plus parlé depuis longtemps, celui de la fragmentation de la zone euro. Alors, la fragmentation, c'est quoi? Écoutez, si on conserve un petit peu d'humour, on peut dire que c'est l'euphémisme pour parler de l'explosion de la zone euro. Plus sérieusement, il s'agit de la forte disparité entre les taux d'intérêt à 10 ans des pays d'Europe du Nord et ceux constatés en Europe du Sud. Comme vous le savez, plus les taux remontent, plus les pays qui sont très endettés risquent d'avoir des problèmes. S'ils ont des problèmes, le taux de ces emprunts augmente encore plus car les investisseurs exigent une prime de risque supplémentaire. Nous nous attendions à ce que la Banque centrale européenne annonce des mesures concrètes pour assurer la cohésion de la zone euro. Eh bien, le silence fut assourdissant. Alors, avant de revenir sur ce sujet pour notre débat, je me permets de souligner que toute crise est génératrice d'opportunités d'investissement. Cette crise ne fait pas exception. Sur les obligations d'entreprise à court terme, on retrouve des niveaux de rendement qu'on n'avait pas vus depuis bien longtemps. Et il est probablement temps de commencer à faire ses emplettes au son du canon, comme il se doit. Ainsi, et à titre d'illustration, et je promets ce sera l'unique page publicitaire de cette chronique, sur notre fonds Sanso Objectif Durable 2024, qui est un fonds composé, comme son nom l'indique, d'obligations d'entreprise à maturité en 2024. C'est dans 2 ans. Le taux de rendement du portefeuille est désormais de 5,75% par an. Voilà, je vous laisse ça, on y réfléchira, on y reviendra peut-être. Fin de la publicité, retour au débat. La question du jour est: à ce mix hausse de l'inflation, baisse de la croissance, allons-nous avoir à gérer en plus une nouvelle crise de la zone euro? Bernard, souhaitez-vous commencer? Ah oui, je vais commencer et là j'ai un avis tranché. Alors, crise de la zone euro, oui, peut-être, sans doute, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. En revanche, là où on ne s'en fiche pas, la zone euro n'éclatera pas. On l'a créée, on l'a mise en place. On a eu, entre guillemets, ce qu'on peut appeler nos guerres civiles. Donc, en 2011, on a vu ce que c'était, ce qui s'est passé. On a vu comment on est venu aider la Grèce, à quel point on est venu aider la Grèce. On a vu aussi comment on a traité le problème à Chypre. On a vu aussi comment les Allemands ont bougé. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais les Allemands ont fait une révolution. C'est une vraie révolution pour les Allemands d'avoir accepté tout ce qu'ils ont accepté. C'est-à-dire que la France avait tout intérêt à tenir, et puis dans ses relations diplomatiques et dans sa façon de voir le monde, dans sa façon de voir les problèmes, elle n'a pas vendu son âme pour venir aider la Grèce et pour venir créer de la dette ou des choses comme ça. L'Allemagne, elle s'est changée. Et Merkel, qui était vraiment une Allemande, c'est-à-dire que c'était vraiment le prototype de la femme allemande, de droite, carrée, sans concession. D'ailleurs, les Allemands l'ont adhéré, c'est pour ça qu'ils l'ont gardée aussi longtemps que ça au pouvoir. Et elle était unanimement respectée par le monde entier, même si le monde ne partageait pas ses positions. Elle a dû se réinventer, elle a dû sortir de son rôle pour faire ça. Et donc, j'ai envie de dire, l'Allemagne n'a pas fait tout ça pour ça. On a vu après aussi notre côté séparatiste. On a vu les Anglais partir. Voilà, on a vu les Anglais partir. C'était jugé incroyable quand ils ont voté leur départ. Moi, je me suis dit, non, ils partiront pas, ils finiront par rester. Mais non, ils sont partis et ils vont participer à l'histoire à leur manière. C'est un grand pays et je ne doute pas qu'ils auront une grande place dans l'histoire. Mais maintenant, le reste de l'Europe est là. Alors, on a toujours des mouvements un peu séparatistes des crises. Donc, on a certains pays de l'Est qui n'ont pas la même vision que nous de la démocratie, qui n'ont pas la même vision que nous du droit.
Mais maintenant, ils se disent qu'ils sont quand même pas mal protégés par nous, parce que s'ils s'isolent un peu trop, comment on l'appelait, Uncle Joe, donc c'était le surnom qu'on donnait à Staline à un moment. Enfin, Poutine n'est pas loin, et puis maintenant, quand on regarde une carte, il est encore moins loin qu'il était avant. C'est-à-dire que, voilà, on voit comment ça agit. On voit aussi comment l'Ukraine est aidée. Donc, tout le monde prie pour l'Ukraine. Tout le monde, enfin, presque tout le monde envoie des armes à l'Ukraine, mais ça s'arrête là. Et donc, ces pays savent que s'ils ont un double parapluie de l'Europe et de l'OTAN, en cas de problème, ils auront argent et assistance militaire. Donc, non, la dislocation, j'y crois pas une seule seconde. En plus, il suffit de savoir compter. Celui qui se disloquerait ou celui qui sortirait perdrait. Et si c'était une vraie dislocation, on y perdrait tous. Donc voilà, j'ai gardé la parole un peu longtemps. Je vais laisser parler les autres et après, je reviendrai sur Sanso 2024 avec une ou deux petites questions qui peuvent intéresser quand même pas mal de gens. Allez, Maël. Il est où, Maël? Et Maël, vous en pensez quoi? Ouais, alors là, je suis un peu plus dubitatif. Dislocation de l'Europe. Parce que on va pointer sur ce sujet. Dislocation de l'Europe, les problèmes actuels. Donc, ce que décrivait David, pour revenir sur le sujet, c'est cette inflation qui monte, cette croissance qui baisse, toutes ces problématiques, ces hausses de taux qui risquent d'étouffer les plus faibles parmi les pays d'Europe. Est-ce que ça peut provoquer une crise européenne qui elle-même pourrait provoquer une dislocation? En résumé, peut-on avoir une crise comme on a eu et peut-on avoir une dislocation alors qu'on y a échappé la première? Je dirais que c'est un mauvais timing parce qu'on a une guerre en Ukraine et que tout le monde a peur de la Russie. Du coup, on a plutôt tendance à se serrer les coudes là en Europe en ce moment plutôt que d'envisager une dislocation. Donc, je pense que déjà ce critère-là, il faut bien l'avoir en tête et il faut bien tenir compte. Je ne pense pas qu'on va du tout exploser. De toute façon, c'est facile hein, aujourd'hui. C'est soit on va avec les Américains, soit on reste ensemble unis avec l'Europe. Et mis à part l'Angleterre, je vois personne se séparer. Alors je dirais que, après, si on regarde d'un point de vue purement économique, je suis un peu d'accord avec pour une fois, avec vous, Bernard, je plaisante, je suis un peu d'accord avec vous. Je dirais que l'inflation, ça a eu un impact et puis sur l'attitude des Allemands. Et puis même de ces dernières années, ils ont avalé quand même pas mal de couleuvres, hein, ce n'était pas du tout leur politique. Du coup, je trouve que les Allemands, ils ont quand même fait un vrai pas vers l'Europe plus du Sud, je dirais, avec les traditions financières plus du Sud. Et donc, ils sont devenus beaucoup plus tolérants. Donc, je ne vois pas du tout les Allemands nous lâcher. Et si la France et l'Allemagne tiennent, il n'y a aucun autre pays qui va lâcher. Très bien. Allez, Sébastien. Je suis à nouveau parfaitement d'accord avec vous. Donc, c'est vrai que ça ne va pas permettre d'enrichir le débat, mais bon, après, on peut rien exclure, bien entendu. Mais en l'état actuel des choses, effectivement, je ne suis pas particulièrement inquiet par une dislocation et une explosion de la zone euro. Voilà. C'est vrai que le changement politique en Allemagne est extrêmement important. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est relativement peu probable. Après, dans quelques années, ce sera un autre sujet. Encore une fois, on a notre vision à court terme, on va dire, à un horizon prévisible. Après, je serais peut-être moins catégorique sur un horizon à 4-5 ans. Pour moi, le risque, il est politique, quel que soit le pays. Ça peut arriver en France, ça peut arriver en Italie. Aujourd'hui, on voit que les partis extrêmes ont quand même tendance à progresser régulièrement dans chaque élection. Pas dans tous les pays, mais quand même dans beaucoup de pays. Donc pour moi, le risque, il est avant tout politique. Mais aujourd'hui, ce risque-là me semble assez faible. Quand vous parlez d'un risque politique ou plutôt d'un parti extrême, pour vous, le parti extrême, c'est le parti qui est pas favorable, peu favorable ou moins favorable à l'Europe? Oui, ce sont les partis qui sont peu favorables à l'Europe, que ce soit par exemple en France et en Italie, très clairement. Pour moi, aujourd'hui, c'est le risque principal, mais qui n'est pas un risque à court terme. Mais il est clair qu'en fonction de la gestion actuelle, justement, de cette période d'inflation, de ce ralentissement économique, on sait que si au niveau économique, ça se passe pas bien avec une montée des mécontentements, quel que soit le pays, ce sont les partis extrêmes qui peuvent en récolter les fruits, malheureusement. Donc, et dans cette situation-là, si demain vous avez un parti d'extrême gauche ou d'extrême droite en France ou en Italie qui accède
aux plus hautes fonctions, la zone euro pourrait effectivement souffrir dans ces conditions-là. Mais ce n'est pas pour autant une certitude non plus, hein, parce qu'on peut promettre un tas de choses et puis une fois arrivé aux commandes d'un pays, on peut éventuellement prendre conscience de certaines choses. Parce que je pense encore une fois que la zone euro est quand même quelque chose qui protège beaucoup les Européens et que chacun dans son coin aurait beaucoup plus de difficultés à gérer cette période économique un peu compliquée et complexe. Alors, Marie-Carole, dislocation, c'est un vrai risque, un faux risque, un tout petit risque? Non, moi, j'y crois pas non plus. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, donc ça va faire de la redite. Mais oui, pour moi, le couple franco-allemand, il marche bien. La guerre en Ukraine, justement, il y a un peu un sentiment d'appartenance et de recentrage sur la cohésion, l'union qui fait la force, etc. Et oui, il y a des risques sur les partis extrêmes, etc. Mais encore une fois, en France, pour le coup, le risque est plutôt passé. Il pourra revenir, mais n'empêche que voilà, les élections finalement ont pris un parti plus central. Et voilà, et donc non, moi j'y crois pas une seule seconde. Ok, alors, vous avez entendu David? Elle n'y croit pas, même pas une seule seconde. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que personne n'y croit. Moi, je voulais bien faire semblant d'y croire une seconde, mais voilà, vous avez la conclusion, elle n'y croit pas une seule seconde. Alors, je vais quand même rappeler une belle maxime à tout le monde, c'est pas parce qu'on est tous d'accord qu'on a raison. Donc, voilà. Et en l'occurrence, on n'est pas tous d'accord puisque David avait un avis un petit peu différent. Après, je vais revenir sur ce point de Sanso 2024. Donc, c'est un fonds où vous avez acheté des obligations avec un certain taux d'intérêt. Aujourd'hui, il y a une tension, donc les taux ont monté et dans 2 ans, vous allez le rembourser. Maintenant, dans les obligations, il y a 3 composantes. Il y a une composante sur les taux, une composante sur la durée et une composante sur la qualité aussi des émetteurs. Donc aujourd'hui, avec une croissance revue à la baisse, une inflation revue à la hausse, des difficultés économiques, si on pouvait penser, et là je vais prendre un chiffre au hasard, que avant cette crise et avant ces problèmes, on avait X% de chances de voir 2,15% des sociétés de votre portefeuille ne pas honorer leurs dettes ou pour tout ou partie, automatiquement aujourd'hui, ce taux, il a monté. C'est-à-dire que, et automatiquement, des sociétés qui avaient 0 problème quand vous les ont achetées connaissent quelques problèmes. Donc, est-ce que ça risque pas de toucher à votre taux parce que votre taux, il n'est pas inscrit dans le marbre, même s'il reste que 2 ans? Tout à fait. Alors, effectivement, et là, c'est là qu'intervient l'analyse financière et la construction de portefeuille. Je dis bien analyse financière et construction de portefeuille parce qu'une analyse financière, on peut se tromper. Hein, c'est même un petit peu, ça peut arriver. En revanche, pour pallier à cela, il y a la construction de portefeuille. Donc, en construction de portefeuille, sur ce fonds, on a 120 lignes, 120 émetteurs différents dans le portefeuille. Donc, ce qui veut dire que s'il y en a un qui claque, eh bien, le poids de cette ligne va être normalement tout à fait gérable et pourra se compenser. Je vais aller même un petit peu plus loin. On a une deuxième règle de construction de portefeuille qui veut que plus l'émetteur est risqué, moins on en a en portefeuille. Donc, je donne un exemple. Un émetteur que l'on pense extrêmement sûr, donc qui serait du triple B, hein, de l'investment grade, comme on dit, donc une bonne qualité d'investissement, on peut en avoir jusqu'à 2% du portefeuille. Un investisseur simple B, donc là on est dans une qualité de crédit plutôt dégradée, on a le droit d'en avoir que 0,5% en portefeuille. Donc on peut se dire que si jamais on a un problème sur un ou deux émetteurs, ça sera certainement parmi les émetteurs les plus risqués. Donc, ça sera parmi les lignes qui sont à 0,5%. Donc, vous en faites sauter quoi? 2, 3, 4. Allez, 4, ça fait 2% du portefeuille. Et en échange, vous avez quasiment 6% par an. Donc,
OK, les 5,75, ils ne seront peut-être pas 5,75, peut-être que ça sera du 5 une fois qu'on aura intégré un taux de défaut. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est quand même sur du 2 ans. Il n'y a pas si longtemps, sur du 2 ans, on était à taux négatif. Alors, là, j'ai une petite question que je vais vous poser à vous et à Sébastien en même temps, puisque bon, Sébastien, dans la société qu'il représente, ils ont aussi des portefeuilles avec des dettes, donc des portefeuilles d'obligations, et automatiquement, il a le même risque, donc que quelqu'un ne rembourse pas tout ou partie. Aujourd'hui, donc au jour d'aujourd'hui, on va dire avec cette montée du stress, cette montée de l'inflation, cette baisse de la croissance, je pense que vous avez regardé vos portefeuilles. Est-ce que, objectivement, vous voyez le niveau de risque monter ou juste, quand vous lisez les chiffres macroéconomiques, automatiquement, vous allez regarder en micro. Donc, ça veut dire dans vos, dans vos portefeuilles pour voir ce qui se passe, mais vous ne voyez pas le risque monter à ce jour-là. Donc, d'abord David et après Sébastien en une seconde, s'il vous plaît. Donc, sur l'augmentation des taux de défaut. Ouais, est-ce que vous voyez le risque concrètement monter? Donc, des sociétés où vous vous dites aïe, ouille, aïe. Alors, pour le moment, on ne voit rien de dramatique. Alors, il faut rappeler que les taux de défaut pré-crise, on était à 2%. Je pense que si on fait doubler ces taux de défaut, on va être à 4%. Doubler, c'est beaucoup, et par rapport à un portefeuille, finalement, ce n'est pas grand-chose, parce que avec du travail en analyse financière, arriver à trouver les 96 titres, les 96 émetteurs qui ne vont pas avoir de sujet par rapport aux 4 qui vont avoir des problèmes, normalement, on doit y arriver. Dans les émetteurs qu'on a en portefeuille, il n'y a pas de drame. Il y a des sociétés dont on voit les marges diminuer, mais il y a encore des coussins de sécurité qui nous permettent d'être très confiants sur ce qu'on a en portefeuille actuellement. D'accord. Et vous, Sébastien? C'est un petit peu la même chose. Nous, notre métier, effectivement, c'est de financer des PME françaises non cotées. Donc, ce sont des sociétés qui vont faire quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'est pas du tout sur des sociétés donc, cotées sur les marchés financiers. Mis à part la société dont je parlais tout à l'heure, effectivement, qui a une échéance, qui doit nous rembourser un financement obligataire au mois de juillet, donc c'est très bientôt, qui a un carnet de commandes plantureux, mais qui n'arrive pas à fournir à cause de cette problématique du titane. Donc on est vraiment sur un problème idiosyncratique. Sur le reste de notre portefeuille, il n'y a pas de difficulté. On accompagne beaucoup de sociétés dans le secteur du e-commerce, des médias et du digital. Là, sur ces segments-là, on est sur des croissances. Je vais vous arrêter, Sébastien, parce que ça, c'est votre partie d'après où vous allez nous expliquer exactement ce que vous faites. Allez, on refait comme tout à l'heure. Marie-Caroline, on vous laisse conclure. Vous avez 30-45 secondes et après, ce sera à Sébastien Cosson pour sa partie qui lui incombe. Oui, donc conclure, les taux, si on prend dans les... Donc, s'il faut toujours en mettre en perspective, c'est les taux des États versus les taux des entreprises. Les taux des États montent, les taux des entreprises montent d'autant plus puisqu'il y a plus de risques. Donc, les investisseurs veulent plus de garanties, entre guillemets, pour être sûrs de pouvoir être payés. Après, où placer le curseur en ce moment? Clairement, c'est des montants, enfin des taux d'intérêt qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Après, est-ce qu'ils sont assez hauts par rapport à où le marché va monter? Ça, c'est un peu la question. Et puis après, si vous avez envie d'investir dans des obligations, toujours exactement les deux critères, diversification, pour être sûr que quelque chose qui ne fonctionne pas va être plus ou moins offseté avec quelque chose qui pourra marcher. Et puis, investir dans ce qu'on comprend pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises et de comprendre les risques sous-jacents. C'est le plus gros risque étant le risque de défaut. Donc, on a l'impression d'avoir mis, par exemple, 100 de récupérer des coupons tous les ans, 6 mois, etc. Mais il y a quand même le risque de perdre en capital, donc être sûr de pouvoir accepter, entre guillemets, la perte. Et puis après, l'autre risque lié aux obligations, c'est le risque de taux d'intérêt ou surtout si c'est des taux fixes, on investit à 5%, mais si les taux montent à 7%, du coup, on n'a pas un super deal.
Donc, faut soit avoir une vue ou alors mixer avec des produits plus variables. Il y a plusieurs possibilités, mais encore une fois, bien comprendre ce qu'on fait pour être sûr de, pouvoir réagir si problème, et deux, comprendre où on est et voir si c'est vraiment une belle opportunité. Super, merci beaucoup. Eh ben, merci de votre participation à ces deux débats. C'était parfait, c'était très bien comme d'habitude, c'était creusé. On a été bien diversifiant aujourd'hui. Donc, à vous, nos auditeurs, vous pouvez vous faire votre propre point de vue en vous basant sur les dires des uns et des autres. C'est maintenant au tour de Sébastien Cosson, d'Entrepreneur Invest, qui va nous parler un petit peu des nouveautés de sa société chez lui et un petit peu des fonds qu'il nous avait déjà présentés lors de son précédent passage. C'est à vous, Sébastien. Merci Bernard. Donc effectivement, Entrepreneur Invest, c'est une société de gestion qui a été créée en 2000 par des entrepreneurs qui connaissent donc la problématique des entrepreneurs, et c'est un fonds qui a été créé donc pour accompagner les sociétés dans la durée. Donc on a levé 1,3 milliard d'actifs au cours des 22 dernières années. On a accompagné plus de 200 PME. Et aujourd'hui, demain, on va lancer officiellement notre nouveau millésime FCPR, Entrepreneur et Rendement numéro 7, qui est un fonds obligataire. Donc, une des activités principales de notre équipe d'investissement PME, c'est de financer donc des entreprises dans le secteur du digital, des médias et du e-commerce essentiellement, au travers d'obligations convertibles. Donc, c'est une solution en quasi-fonds propres, donc ça permet aux dirigeants d'améliorer le bilan de leur société pour trouver du financement bancaire à des taux qui restent aujourd'hui très très bas, puisqu'on parle de hausse des taux d'intérêt, mais les taux restent quand même, d'un point de vue historique, extrêmement bas. Donc que ce soit de la croissance organique ou des opérations de croissance externe, la période actuelle est assez propice à la consolidation donc, de différents secteurs d'activité. Et donc l'obligation convertible est un outil de financement aujourd'hui incontournable pour des dirigeants qui veulent limiter autant que possible la dilution qui serait liée à l'apport de nouveaux capitaux. Donc on a terminé le fonds Entrepreneur et Rendement numéro 6 en termes de collecte il y a quelques semaines, avec un petit peu plus de 50 millions d'euros collectés. Donc ce sera l'objectif de collecte sur le fonds Entrepreneur et Rendement numéro 7. Et c'est un fonds donc, qui va être ouvert jusqu'au 31 décembre 2022. L'objectif de ce fonds, c'est d'accompagner une vingtaine d'entreprises différentes, donc toutes des PME françaises, qui vont faire en moyenne entre 5 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui sont rentables, ou qui ont montré leur capacité à être rentables. Voilà, notre activité n'est pas de faire du capital risque, mais bien du capital développement, donc d'accompagner la croissance de sociétés déjà matures et déjà rentables. La grande particularité que l'on a sur ce fonds, c'est qu'il bénéficie d'une garantie partielle en capital qui est apportée par le Fonds européen d'investissement, donc dans le cadre d'un accord qu'on a mis en place avec cette structure qui dépend de la Commission européenne et de la BEI. Donc on a mis en place cet accord en avril 2016, donc il y a un petit peu plus de 6 ans. Donc cette garantie a pour objet de garantir les prêts obligataires, donc c'est du ligne à ligne, à hauteur de 50% ou 70%, en fonction des différentes enveloppes que nous pouvons avoir, donc, ce qui permet de réduire le risque de ce type de fonds de manière très, très significative. Alors, je vous arrête un petit peu là. Donc, comme ça a été mis en place en 2016, je pense que vous avez déjà des sociétés à l'intérieur de vos fonds qui ont déclaré ne pas être en mesure de payer ou ne pas pouvoir payer. Et automatiquement, vous êtes tourné vers la Banque européenne qui elle-même a assumé et vous a indemnisé ou vous a fait un versement. C'est déjà arrivé? Oui, c'est arrivé 2 fois. C'est arrivé 2 fois. Ça veut dire que c'est arrivé 2 fois dans le même fonds ou une fois dans des fonds différents? C'est arrivé 2 fois dans 2 fonds différents. Enfin, une fois dans 2 fonds différents. Donc, on a bien deux défauts au total qui ont concerné 2 fonds. Ça veut dire que l'impact de ça, pour l'instant, il est microscopique en réalité. Ça veut dire oui, tout à fait, tout à fait. Et même bien avant notre accord avec le Fonds européen d'investissement, on a commencé à investir de manière significative en obligations convertibles à partir de 2012. Et donc là, on a 10 ans de recul. Sur 10 ans, on a un taux de défaut qui est inférieur à 3%.
Donc, alors, ce que vous appelez un taux de défaut, c'est vous avez 3% des entreprises ou 3% des capitaux investis? On est sur les capitaux investis. Sur les capitaux investis. Et quand vous dites un taux de défaut, vous incluez à l'intérieur les absences de remboursement d'intérêts, les absences de remboursement de capitaux, partiels ou totaux. Comment est-ce que vous calculez ce taux? On est par rapport au nominal prêté. Donc, si on a prêté 1 million d'euros, eh bien, on a perdu 30 000 euros, en fait. Un taux de défaut de 3% sur 1 million d'euros, c'est une perte de 30 000 euros. C'est ça. Donc, comme vous prêtez environ 50 millions, puisque vos fonds ils sont taillés d'environ 50 millions, quand vous dites un taux de défaut de 3%, ça veut dire que vous avez perdu 1,5 million de nominal du fait des sociétés qui ont dû faire faillite ou pas. 150 000 euros. Oui, pardon, 150 000 euros, excusez-moi. 150 000 euros. C'est une moyenne puisque la plupart des fonds n'ont pas enregistré de défaut. Mais oui, c'est ça, effectivement, c'est une moyenne. Alors, c'est un peu technique, mais est-ce que ce taux de défaut, vous le pondérez des coupons déjà touchés? C'est-à-dire que vous prêtez 100 à une société, elle vous paye des intérêts, elle vous paye pendant, on va dire qu'elle va vous payer, allez, vous êtes sur à peu près du 7%, donc elle va vous payer 7. Tout d'un coup, grosse catastrophe, elle vous dit, ben, non seulement je ne peux pas vous payer les intérêts suivants, mais on a fait faillite, je ne peux même pas vous rembourser vos 100. Donc vous lui avez prêté 100, elle a déjà donné 21 de coupons, et ensuite elle vous dit, je ne vous rends pas vos 100. Est-ce que vous considérez que c'est un défaut de 100 ou un défaut de 79? Non, on considère que c'est un défaut sur 79. On va regarder effectivement tous les flux et on va calculer la perte enregistrée par rapport à tous ces flux. Oui, tout à fait. D'accord. OK. Bon, ben voilà. Donc là, j'espère que maintenant c'est bien clair ce sujet. Et donc, à aujourd'hui, vous totalisez 3% de défauts. Moins de 3%. Moins de 3%. Et sur les fonds fermés, sur les fonds que vous avez remboursés, est-ce que vous avez… Parce que là, on est sur un taux de défaut réel, c'est-à-dire que c'est fini, c'est inscrit dans le marbre, on vous a prêté, enfin, on a investi chez vous, vous avez prêté l'argent, vous avez remboursé l'argent, vous avez fermé les fonds. Est-ce que vous avez cette statistique sur les fonds fermés? Oui, bien sûr. Typiquement, sur le premier fonds, on a eu un taux de défaut de 15%. Donc, sur le premier fonds, on était sur un fonds plus petit. Puis, il y a toujours une courbe d'apprentissage. Et donc, malgré ce taux de défaut de 15% qui est très élevé, qui est un taux de défaut qui est relativement important, on est sur un fonds qui a enregistré une performance supérieure à 30%. Parce que sur ce type de fonds, le taux de rendement obligataire, il est entre 10 et 12% en moyenne. On a le coupon obligataire et une prime de non-conversion. Et donc, quand on a un taux de rendement brut qui est quand même élevé, avec un taux de rendement à 2 chiffres, même si on a un taux de défaut important, on peut avoir de la performance. Et il se trouve que comme on est sur des obligations convertibles, on a aussi la possibilité de convertir nos obligations en actions, notamment quand une société se développe particulièrement bien. Et donc ça aussi, ça apporte de la performance aux différents fonds. Donc en fait, ce qu'il faut retenir sur ce type de fonds, c'est qu'on a un amortisseur à la baisse qui est très très fort, couplé donc avec un taux de défaut historiquement très faible, couplé à une garantie partielle en capital du Fonds européen d'investissement qui est vraiment très très protectrice, et la possibilité en parallèle d'avoir donc un rendement obligataire très très satisfaisant, voire un surcroît de performance si les sociétés se développent très rapidement. Et dans ce cas-là, on peut devenir donc actionnaire de ces entreprises et vendre les actions. Pour vous donner donc l'historique de nos performances, l'objectif de nos fonds, c'est de faire 40% sur une durée de 6 ans. Bien, aujourd'hui, en fonction de nos différents fonds, on a fait donc entre 30% et 60% de performance sur cet horizon d'investissement. Et le fonds qui est en hausse de 60% aujourd'hui, donc c'est assez exceptionnel puisqu'il a connu donc un très beau parcours sur une entreprise, mais il n'est même pas terminé et on peut envisager une performance encore supérieure. Donc ça illustre bien en fait ce qu'on est capable de faire en finançant des PME de non cotées. Et donc si demain on a une hausse des taux d'intérêt, pour le coup ça n'aurait aucun impact puisqu'on est bien sur un fonds de portage obligataire. Donc c'est vraiment du fonds de portefeuille patrimonial sur lequel on a une bonne visibilité. L'inconvénient, c'est que c'est illiquide. Bien entendu, l'argent, on l'a prêté à des entreprises, donc un investisseur qui souhaiterait récupérer ses capitaux dans 2 ou 3 ans, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment un paramètre à prendre en compte, mais pour une poche d'actifs illiquide, c'est un fonds qui offre un très très bon rapport rendement-risque, historiquement. Alors, ça c'est une question que je voulais vous poser depuis longtemps, et d'ailleurs je la pose à beaucoup de personnes qui ont des fonds obligataires, entre guillemets, illiquides. Est-ce que vous avez organisé chez vous, ou est-ce que vous pensez organiser, ou est-ce que vous réfléchissez à organiser un second marché
qui rendrait cet actif, je ne veux pas dire liquide, mais en tout cas qui rendrait cet actif potentiellement liquide. De mon point de vue, je vais vous dire un peu comment ça se passe chez nous. On a régulièrement des clients qui nous disent « je veux racheter ». Donc, on a les raisons classiques, une succession, un décès, une faillite, un divorce, voilà, et les gens ils disent « non, non, je n'ai pas envie de séparer ça, je veux racheter ou j'ai besoin d'argent ». Et on a aussi régulièrement des gens qui nous disent « moi, leur fonds entrepreneur venture, ben, moi j'en achèterai, mais entre 6 et 8 ans, ça ne me plaît pas. Moi, j'aimerais bien qu'ils me sortent un fonds autour de 4 ans. Et là, ben, je trouve que c'est des gens super sérieux et j'en achèterais. » Et on a du mal à faire matcher ça. Mais si on avait ça, on aurait des gens qui disent « ah ouais, ce fonds-là, 4 ans, j'en veux. » Et on a quelqu'un qui dit ben, « moi, j'ai passé 4 ans avec eux, je sors. Il n'y a plus qu'à trouver un prix d'équilibre et à le faire. » On le fait. On le fait, en fait. Le problème n'est pas de trouver les acheteurs, mais bien de trouver les vendeurs. En fait, les vendeurs pour des conditions qui leur sont propres, et ça arrive quelques fois dans l'année, mais sincèrement, ça se compte sur les doigts d'une main. Des vendeurs peuvent effectivement avoir de vraies contraintes et donc souhaitent vendre. Et dans ce cas-là, en général, ça met 3 semaines, 1 mois. C'est très, très rapide. Effectivement, il y a beaucoup d'acheteurs sur ce marché secondaire qui n'en est pas vraiment un. C'est vraiment du gré à gré. Et donc, nous, on met en relation les acheteurs et les vendeurs. Et en général, c'est directement nos partenaires qui s'en occupent au travers de leur propre portefeuille de clients. Si un client d'un de nos partenaires souhaite vendre, en général, ce partenaire réussit à trouver en interne. En tout cas, il a la priorité. Et sinon, on peut l'aider. Effectivement, il n'y a pas de difficulté. Alors, ceci dit, je vais me permettre de rebondir. Pour un investisseur qui aurait un horizon d'investissement de 3 ans et qui souhaite impérativement investir aujourd'hui, il faut plutôt aller dans ce cas-là sur notre stratégie immobilière, puisqu'on a aussi une stratégie donc, de financement de projets immobiliers au travers d'un fonds dans lequel la durée d'engagement est 3 ans. Et c'est un fonds perpétuel donc, qui est d'ores et déjà investi. Donc là, pour un investisseur pour qui 6 ans, c'est trop long, à ce moment-là, je conseillerais notre FCPR, entrepreneur et immobilier, qui va vraiment répondre à cette logique d'investissement relativement court. Donc le sous-jacent n'est pas le même, mais la philosophie et le comportement obligataire, pour le coup, sera vraiment très, très proche. Alors, justement, ce fonds-là, il a quoi aujourd'hui? 2 ans, 2 ans et demi? Il a 2 ans, presque 2 ans et demi, puisqu'il a été lancé en janvier 2020. Donc il a presque 2 ans et demi. Aujourd'hui, on est sur un fonds qui fait 85 millions d'euros, donc un très joli fonds. Qui a financé plus de 30 lignes obligataires, ce qui correspond à 45 projets immobiliers différents, et avec 15 promoteurs différents en portefeuille. On a déjà touché les premiers remboursements. Et aujourd'hui, c'est un fonds qui se comporte effectivement très, très, très bien, qui répond aux attentes, qui a pour ambition de distribuer 4% de rendement chaque année, donc au travers du versement d'un dividende. Et l'objectif, c'est d'avoir une performance globale en incluant ce dividende de 6% par an. Aujourd'hui, on est un petit peu en dessous si on regarde la performance sur les 12 derniers mois, par exemple, tout simplement parce qu'on avait un taux d'investissement qui était relativement faible, 70% en 2021, par exemple. Mais là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a un taux d'investissement de 92%. Donc, le fonds est pleinement investi. Donc, la performance, mécaniquement, va s'améliorer mois après mois, puisqu'on est sur un fonds qui a une valeur liquidative mensuelle. Donc, il n'y a pas cette fameuse courbe en J quand on investit dans l'une côté. C'est-à-dire que la patience n'est pas nécessairement requise. Et donc, c'est vrai que c'est une solution d'investissement clé en main, très diversifiée, qui aujourd'hui a vraiment trouvé son public. Alors, donc, dans ce fonds, il y a 4% de distribution. Alors, vous distribuez systématiquement ou vous regardez si vous avez les moyens de les distribuer? Les 4%, ils sont annuels? Les 4% sont annuels. Ils sont versés tous les… Comment? Une fois par an? Oui, une fois par an, deuxième quinzaine d'avril. Donc, on détermine le montant à distribuer. L'année dernière, enfin cette année, c'était 41,70 €. Ce n'est pas compliqué. On prend l'ensemble des valeurs liquidatives, on fait la moyenne, donc l'ensemble des valeurs liquidatives de 2021, on fait la moyenne et on calcule un taux de 4%. Et ensuite, on va bien entendu vérifier d'un point de vue comptable si on peut faire cette distribution. Et en l'occurrence, sans dévoiler un grand secret, on aurait pu distribuer presque 50 € par part d'un point de vue strictement comptable. Donc, on a distribué les 41,70 € qui correspondent précisément à 4%. Le reste a été mis de côté et renforce la capacité distributive sur les prochaines années. Typiquement, si on a des difficultés sur des projets, si on touche moins d'intérêt, si on a un taux d'investissement plus faible, c'est un petit peu l'équivalent du report à nouveau sur les SCPI
des provisions, enfin des réserves qui peuvent être mises en place sur du fonds en euros, par exemple. Ça veut dire proportion gardée, bien entendu. Pardon de vous interrompre. Ça veut dire que le reste, c'est 9 euros par part. Ils ne vont pas contribuer à réinvestir dans des projets? Si, il y a une grosse différence en fait entre la partie comptable et la partie investissement. On ne peut distribuer que ce qui a été généré d'un point de vue comptable. Donc c'est pour ça que ce report à nouveau, il est utilisé d'un point de vue comptable, mais il peut parfaitement être investi, bien sûr. Oui, tout à fait. D'accord. Ça fait partie de l'actif net du fonds. D'accord. Et donc, votre objectif, c'est d'avoir une croissance de 6. Donc, c'est le prix de la part qui va petit à petit augmenter d'environ 2% par an. Et c'est comme ça que votre client a un effet enrichissement de 6%. 4% par de la distribution et 2% par de la valorisation de sa part, c'est ça? En fait, la valeur liquidative, elle doit augmenter d'environ 0,5% par mois. Et une fois par an, il y a une distribution de 4%. Donc, ce qui fait que la valeur liquidative, elle monte très progressivement et elle va baisser par contre au mois d'avril. Tous les ans, la valeur liquidative baisse au mois d'avril. L'investisseur qui est rentré au mois de mars a le droit à la même distribution que tous les autres. Donc, il achète plus cher que ceux qui ont investi, par exemple, 6 mois plus tôt, mais va toucher immédiatement 4% de rendement. Celui qui investit au mois d'avril devra attendre 1 an avant de toucher sa distribution. Donc, c'est pour cette raison que là, il achètera moins cher. Un différentiel de, on va dire, de 3,5%, puisqu'il y a quand même cette création de valeur d'environ 0,5% par mois. D'accord. Et donc, dans ce fonds, vous avez dit qu'il y a un horizon de placement qui est au minimum de 3 ans, parce qu'en dessous de 3 ans, il y a une pénalité, c'est ça? C'est ça, exactement. On peut demander le rachat de ses parts, donc à partir du 1er janvier 2023, donc dans 6 mois, on peut demander le rachat de ses parts à tout moment. Mais si on n'a pas détenu les parts pendant au moins 3 ans, à ce moment-là, il y a une pénalité de rachat anticipé. Donc, c'est 10% les 12 premiers mois, 8% entre 12 et 24 mois, et 6% entre 24 et 36 mois. Et autrement, c'est vous, votre société de gestion, qui rachetez les fonds. C'est le fonds qui assure la liquidité. C'est le fonds qui assure la liquidité. Au prix coté. Après les 3 ans, c'est au prix de la cotation. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, autre question. Ici, on a souvent mis en avant, et depuis très longtemps, les plateformes de dette immobilière. Donc, c'est un petit peu le même métier que vous faites à travers un fonds. Donc, vous affichez un objectif de rentabilité de 6%. Elles affichent un objectif de rentabilité entre 9 et 10. Bon, elles préviennent qu'entre leurs 9 et 10, il y aura un peu de casse et donc il y aura un taux net inférieur au taux brut qui est entre 9 et 10. Vous, dans les 6%, vous avez déjà anticipé un taux de casse ou c'est le 6%, c'est sans taux de défaut? Non, le 6%, c'est sans taux de défaut. Vraiment, on travaille pour ne pas avoir de défaut en portefeuille. Ça, il faut que ce soit très clair. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les projets que l'on a en portefeuille sont sains. Il n'y a pas de retard de coupons, il n'y a aucun retard non contractuel. Voilà, tout ce qui est en portefeuille est très sain et on est extrêmement exigeant vis-à-vis des projets que l'on finance. Donc, voilà, on fait en sorte de ne pas avoir de défaut. Typiquement, on investit dans des dossiers qui sont largement précommercialisés, qui ont une garantie financière d'achèvement, sur lesquels on peut prendre des garanties tangibles, par exemple une garantie hypothécaire de premier rang, des promoteurs qui sont des promoteurs de premier plan. Et puis, on n'est pas uniquement franco-français. Ça, c'est une grande force dans l'environnement actuel. On a 50% du portefeuille en France et puis 50% en Europe du Nord. Donc, ça nous permet d'avoir accès à des promoteurs de belle taille et vraiment d'être très exigeants. Parce que c'est vrai que si on est uniquement sur le marché français, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut le reconnaître. Le marché français, quand on est très exigeant, n'a pas une profondeur aujourd'hui extrêmement importante, sauf à accepter des taux d'intérêt beaucoup plus faibles, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous, on a un taux de rendement brut qui est de 10%. Après, la différence, c'est que le fonds n'est pas investi à 100%. Hein. On vise un taux d'investissement moyen à 90%, donc aujourd'hui, on y est. Et on a les frais de gestion, bien entendu, puisque là, pour le coup, un investisseur qui souscrit au FCPR entrepreneur immobilier paye une équipe de gestion pour faire le choix des projets à financer. Donc, c'est vrai que la philosophie est différente d'une plateforme. D'accord. Et vous pensez aussi que, je sais que vous êtes un acteur, que vous avez vous-même investi sur certaines plateformes, donc vous pensez que votre fonds est d'une qualité moyenne supérieure, un peu comme dans des obligations, et que les obligations, quand la qualité des obligations est supérieure, ben, automatiquement, elles peuvent se permettre de moins payer que quand la qualité est un peu plus discutable? Oui, clairement. Aujourd'hui, après, j'enfonce une porte ouverte, mais il vaut mieux investir dans un projet très sécurisé à 10% que dans un projet qui sera relativement peu sécurisé à 12 ou 13%. Donc, ça, clairement, nous, on va privilégier la sécurité
Mais l'arbitrage ne va pas se faire entre le 10 et le 12%. La question, c'est est-ce qu'on fait le dossier ou pas, en fait. Clairement, on n'envisage pas d'investir dans un dossier qui n'entre pas dans tous nos critères parce que le rendement est très important ou parce qu'il n'est pas assez important. Voilà. Si le dossier est qualitatif, on va regarder, on va se battre pour avoir le meilleur rendement possible. Mais si le dossier n'est pas suffisamment qualitatif, on va l'éliminer très vite. Ce n'est même pas une question de taux derrière. OK, eh ben, on touche à la fin. Donc, merci pour ces rappels, pour ces nouvelles informations, pour cette redéfinition et cette réexplication de vos fonds. Donc, pour résumer, on a un fonds large et global sur une durée entre 6 et 8 ans et un fonds beaucoup plus concentré, beaucoup plus ciblé uniquement sur ce qu'on va qualifier de la dette immobilière sur une durée, alors en fin de compte, sur pas de durée parce qu'on peut sortir quand on veut, mais avec d'énormes pénalités si on sort trop vite et plus de pénalités à partir de 3 ans et donc une vraie totale liquidité comme n'importe quel fonds obligataire dès qu'on a passé 3 ans. Et ces 3 ans, vous les calculez par investissement, c'est-à-dire que vous identifiez la date d'un investissement et vous libérez les contraintes sur cet investissement 3 ans après. C'est ça, exactement ça. Un investisseur qui souscrit aujourd'hui au mois de juin 2022 pourra sortir sans frais à partir du 1er juillet 2025. D'accord. Et vous êtes équipé quand un investisseur va souscrire 6 fois de suite. Donc, en fin de compte, dans son portefeuille, il n'aura qu'une ligne. Vous avez de quoi identifier et donc vous allez procéder avec ce qu'on appelle le FIFO, First In, First Out, pour calculer. OK. C'est ça. Eh ben, tout est fait. Eh ben, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier. On va parler de vin maintenant. On va parler d'une personne qui a créé un site, enfin de deux associés qui ont créé un site sur le vin portugais, le vin français. Je sais que vous êtes amateur, je sais que vous êtes connaisseur. Je vous propose de rester, d'écouter. Vous allez voir. Vous allez peut-être sans doute découvrir les vins portugais, beaucoup moins puisque les vins français, vous les connaissez peut-être. En tout cas, merci beaucoup Sébastien. À très bientôt. Vous êtes chez vous ici. Vous revenez quand vous voulez ou quand vous pensez que vous avez des choses à nous dire. C'est maintenant au tour de Lionel Guerrero, qu'on a déjà reçu il y a 15 jours au titre de sa direction de la Chambre de commerce et d'industrie franco-portugaise. Et ben voilà, c'est le couteau suisse. Il est maintenant venu au titre de la création d'un site internet qu'il a créé avec un de ses associés, Damien Perronneau. Damien Perronneau qui nous accompagne dans le site avec Damien Perronneau vont nous accompagner dans une grande soirée de gala le 20 juin prochain. Lionel sera présent aussi et il est venu nous parler aujourd'hui de ce site. Alors, je vais le prononcer comme un bon français, Egosta. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'anglais, Igosta. Et en portugais, ça donne quoi? Igosta? Allez, c'est à vous, Lionel. Bonjour Bernard. Merci. Tout d'abord, je remplace notre ami Damien Perronneau, qui est notre sommelier. Pour cette interview, il était prévu de venir aujourd'hui, donc je remplace sur le fil un petit souci technique. Un grand merci pour l'invitation, Bernard. Bravo pour les prononciations, c'est parfait. En anglais, c'est parfait. En portugais, c'est parfait aussi. Et en français, c'est toujours bienvenu. Donc, c'est parfait. Alors, c'est un site où on achète du vin. Il y en a plein. Exactement. Je vais partager l'écran si c'est possible. Est-ce que c'est possible, l'animateur, désactiver? Ah, je ne peux pas partager l'écran? Non, et à la radio, ça ne sert à rien. Ok, c'est pas grave. Je voulais vous présenter Damien, je voulais vous présenter le site. Alors, la particularité de ce site, on est parti d'un constat très simple, c'est que souvent en France, lorsque nous sommes en France, que l'on apprécie le vin, eh bien, parfois, on ne passe pas forcément par les hypermarchés, par les supermarchés, mais on préfère trouver des vins de petits producteurs. On est parti sur ce constat pour se dire que finalement, au Portugal, les francophones n'ont pas beaucoup de choix lorsqu'ils sont à Braga ou dans le centre du Portugal. À Lisbonne, on a de la chance, on peut encore trouver des cavistes avec des vins de petits producteurs. Et sinon, dans le sud, c'est un peu la même difficulté. Donc, on a rencontré pas mal de personnes qui nous disaient « Mais vous n'avez pas des adresses de petits producteurs ?» Et Damien, qui est notre sommelier, qui a un nez et un palais très affinés, qui est une personne extraordinaire, puisqu'il arrive à créer un relationnel extraordinaire avec les petits producteurs portugais. On s'est dit, ben voilà, avec vos compétences en digital, pourquoi pas créer un site qui permet à tous les francophones
du Portugal, mais pas que, de pouvoir commander des vins de petits producteurs. Donc, premièrement, on répond à cette demande. Vous trouverez sur ce site des vins de petits producteurs qui ne sont pas vendus en supermarché ni en hypermarché. J'avais une photo à vous montrer avec Damien. Vous pouvez partager l'écran, là. J'ai autorisé le partage d'écran. Ouais. Ceux qui regarderont la vidéo pourront le voir. Mais vous savez, la radio, Bernard. un écran. Merci infiniment. Donc voilà, le site Igosta, le voici. Lorsque l'on arrive en fait sur le site, c'est clairement affiché des grands vins de petits producteurs du Portugal, mais aussi de France. Alors bien sûr, on est au tout démarrage. Donc ce site va être complété au fur et à mesure de l'été. Je pense qu'en septembre, il sera bien étoffé. En fin d'année, il sera extrêmement étoffé, aussi bien avec des vins de petits producteurs du Portugal, mais aussi de France. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et puis je vais avoir le plaisir de vous présenter Damien parce que vraiment, il fait un travail extraordinaire, Damien, par rapport aux petits producteurs. Je vais vous présenter Damien entre deux personnalités importantes du monde du vin ici au Portugal. Alors, très rapidement, lorsque je veux choisir un vin, c'est très simple, il me suffit d'aller dans catégorie. J'ai les blancs, les rouges, les rosés, les pétillants. J'ai même les premières bières qui sont arrivées, bières portugaises, artisanales. Et puis, vous avez toutes les régions que vous pouvez choisir ici, et même le Côte-du-Rhône, et même le Bourgogne, et même le Bordeaux, au milieu de la Bayrade et des vins du Dain. Donc, par exemple, du côté du Teige, je clique tout simplement pour découvrir les vins du Teige. Alors, les vins du Teige, on est au nord de Lisbonne, et on est sur des vins qui ont terriblement progressé ces dernières années. Et je me permets de vous parler de ces vins-là, Village Hardy, qui font un tabac à chaque fois qu'on les sort sur une dégustation, parce que pour 4,99 €, pour vous dire très sincèrement, Damien et moi, on n'en revient toujours pas de ce prix-là. On est vraiment sur un vin qui est très bien conçu, qui est très bien produit. C'est Diogo Pereira, je vais vous le présenter en photo, qui est œnologue et qui est une des personnalités dans l'œnologie du Portugal qui a créé ce vin-là. Donc, on va dire que ça, c'est le vin courant, mais extraordinaire, avec beaucoup de plaisir. Ils ont gagné des médailles d'or, notamment sur le concours de Berlin, mais également de Londres. Voilà. Et là, vous me dites que c'est un petit producteur, mais j'ai l'impression qu'il fait tout là. J'ai vu qu'il faisait plusieurs blancs, plusieurs rouges. Alors, il a en fait une petite gamme aussi. Exact, Bernard. Il a une petite gamme dans chaque vin. Vraiment, c'est des petites gammes. Malheureusement, on ne peut pas les vendre par palette. C'est vraiment des petites gammes. Et puis là, si vraiment vous voulez prendre plaisir pour un événement particulier, le Village Hardy réserve pour, je ne sais plus, il est vendu à 15,99 €. Voilà. 15,99 il est Voilà, vendu. 15,99. C'est vraiment un vin rapport qualité-prix qui est très surprenant, qui est vraiment exceptionnel. Donc voilà, en fait, vous retrouverez différentes régions du Portugal. Le site s'étoffe de plus en plus. Vous avez aussi en ce moment une offre, puisqu'on va faire des offres un peu spécifiques. Vous achetez 5 bouteilles, vous avez une 6e qui vous est offerte, mais pour goûter, pour déguster. Et chaque semaine, à partir de juillet, eh bien, il y aura des sélections ou de vins rosés, ou 5 vins blancs, ou 5 vins rouges, ou 5 vins de la Lantège, et on vous offrira une bouteille de notre choix. Donc voilà, ça c'est le message que Damien voulait transmettre. Et puis je voulais vous présenter Damien également, voilà, bien entouré. On a fait une soirée dernièrement qui a été aussi couverte par la French Radio, et on vous remercie encore. Donc Damien, c'est notre sommelier au fin palais, au nez fin, mais surtout qui a un relationnel incroyable avec les petits producteurs. Ici à droite, je vous présente quelqu'un qui a mon homonyme, Antonio Guerrero. On n'est pas du tout de la même famille. Antonio Guerrero est le sommelier depuis plus de 20 ans du restaurant Porto Santa Maria, restaurant étoilé, et qui a conçu ce vin. Très peu de vins, ils sont sur nos sites, et qui est un vin en fait vraiment extraordinaire. C'est une sommité et c'est une personnalité dans le monde du vin ici au Portugal. Et juste à côté, Diogo Pereira, qui lui conçoit les vins également. Et de ce fait, on profite de tout ce relationnel. Ils ont eu un engouement particulier lorsque l'on a créé le site Igosta. Donc le site est actuellement en lancement. On a déjà quelques commandes semaine après semaine. Mais l'accélération, la divulgation, comme on dit en portugais, divulgar, la publicité va être faite de manière très importante à partir du mois de septembre. Je pense que quasiment tous les francophones entendront parler de Igosta
à partir du mois de septembre et on les accompagnera jusqu'à la fin de l'année. Il y a une particularité aussi pour les petits producteurs français, c'est qu'à partir de septembre, on recevra également les champagnes. Et pour nous, c'est important, notamment pourquoi? Parce que Igosta, on a l'objectif de faire découvrir à une certaine clientèle portugaise quelques champagnes de petits producteurs également, et on les accompagnera jusqu'à la fin de l'année. Voilà les messages. J'ai quelques questions. Je suis allé faire un tour sur le site, j'ai un petit peu regardé le site et les choses comme ça. Alors, déjà, la première question, j'ai vu des producteurs qui n'étaient pas des petits producteurs. J'ai vu des grands vins, enfin des deuxièmes châteaux de grands châteaux. Donc, il n'y a pas que des petits producteurs. Oui, c'est vrai. Alors, on a utilisé le terme petit producteur qui est plus sexy que vin qui n'est pas vendu en grande distribution. Voilà. C'est vrai que certains vins peuvent faire partie aussi de productions plus importantes. Mais c'est à chaque fois des productions qui sont un peu plus limitées. Et Damien entretient cette relation assez forte et on est assez vigilant là-dessus pour que justement on apporte une alternative à ce que l'on peut trouver en hypermarché ou supermarché pour les gens qui ont envie de commander ailleurs. Alors, après, j'ai vu autre chose. J'ai vu, bon, vous organisez beaucoup de dégustations, donc dégustation dans un lieu où les gens viennent, partagent, goûtent, se font conseiller, se font expliquer, se font guider, parce que ce n'est pas aussi évident que ça de déguster un vin et de goûter un vin quand on n'a pas l'habitude. Et quand on est, on va dire, coaché, on arrive mieux à détecter les saveurs, les senteurs que quand on est laissé tout seul. Et alors, j'ai vu quelque chose, une espèce d'héritier, de fils illégitime du Covid. Vous faites des dégustations à distance aussi. Donc, vous avez raison. Si jamais on est à nouveau confiné. Vous avez raison. Alors, allez, racontez-moi un petit peu. Je l'ai lu, mais je vous laisse le raconter. Comment ça se passe si on veut déguster à distance? Alors, nous avons des personnes qui s'inscrivent sur le site. Et ces personnes-là, on leur fait 2 types d'invitations. La plus sympa, c'est celle que nous avons eue le 1er juin. On a réuni une centaine de personnes dans une adega à Quinta do Ange, à 40 km au sud de Lisbonne. Et là, on peut déguster le vin physiquement, c'est fantastique. Et puis après, nous avons quand même, pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce qu'on a des gens qui nous écrivent de Braga, de Faro, qui ne peuvent pas forcément être là sur des dégustations physiques, eh bien, on a créé un rendez-vous comme on le fait là en ce moment, via Zoom, où Damien présente les vins, parle des vins. Alors, certaines personnes ont acheté préalablement les vins, d'autres non. Et donc, très souvent, eh bien, sur ces dégustations de Zoom, on a cette offre spéciale renforcée, plus ouverte sur le 5 bouteilles achetées et une offerte. Donc, les personnes, à l'issue de cette dégustation commentée de Damien, notre sommelier, via Zoom, où on passe un moment très convivial, puisqu'on a aussi le jeu du vin mystère. Donc, les gens cherchent au travers du site à savoir quel est le vin mystère, et on leur envoie donc des vins que l'on a le plaisir de leur offrir au travers du jeu du vin mystère, ce qui met un petit peu de piment dans cette dégustation. Mais c'est vrai que c'est particulier, puisque Damien fait déguster les vins, et les personnes, en fait, ne peuvent pas forcément déguster à distance, sauf si elles ont commandé préalablement le vin. On les informe toujours des vins que l'on va déguster. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu nouveau. On a testé quelques fois, c'est sympa, on se retrouve parfois entre 7 et 12 personnes. On essaie de le faire tous les mois, mais ce n'est pas gagné. Donc, une fois tous les 2 mois, on écrit toujours aux personnes qui sont en lien avec nous. Et à partir de là, elles vivent cette expérience conviviale. Voilà. On a surtout accès à la découverte de ces vins au travers d'un événement online, digital, mais convivial. On est une boutique online, donc ça change un petit peu d'une boutique réelle où on peut rentrer, venir et déguster. Donc, on a toute une approche adaptée et différente de cela, mais ça marche très bien. Est-ce que vous faites ça chez les particuliers? Imaginez que demain, je vais faire une soirée chez moi, j'ai une quinzaine d'amis, une vingtaine d'amis, et je vous dis, ben, venez, faites une dégustation. Au lieu que je serve 2 vins ou 3 vins, et ben là, vous venez avec 5, 6 vins, et les gens dégustent, les gens boivent et tout. C'est quelque chose que vous faites, que vous avez déjà fait, que vous allez faire? Oui, c'est au même titre que nous vous accompagnons, Damien vous accompagne avec la sélection des vins le lundi 20 au soir, le lundi 20 juin.
À ce même titre-là, on a une présence un peu hybride finalement, à la fois digitale mais aussi en physique, où lorsque certaines personnes souhaitent passer un moment convivial, en effet, pour une douzaine, quinzaine de personnes, Damien peut se déplacer, présenter les vins, vous les faire découvrir pour créer la connexion. C'est important parce que c'est vrai qu'on a une présence en ligne, mais on ne peut pas être que en digital et que en ligne. Donc cette présence, telle que l'opportunité que nous avons le 20 juin, que les personnes puissent déguster concrètement le vin, c'est important. Et si vous organisez chez vous dans un cadre un peu privé ou dans le cadre de votre entreprise une dégustation à 12-15 personnes et que vous êtes dans la région où Damien se situe, c'est-à-dire Lisbonne, ce sera plus commode et plus facile. En tout cas, oui, c'est complètement ouvert pour... on est toujours très heureux de partager des moments de convivialité ensemble. Ok, c'est super. Eh bien, écoutez, voilà, c'est tout doucement, ça s'achève. On a ce goût de vin, là. Il va être l'heure d'aller dîner. Ben, vous nous donnez envie et de voir tout ça. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée, à vous dire à lundi, puisque c'est lundi prochain notre grande soirée, et à très bientôt. Voilà. Et c'est maintenant au tour de Julien Milinkiewicz de Weddings Assurance. Voilà. Bonsoir Julien. Eh ben, on va tout doucement terminer notre cycle sur l'assurance vie. C'est la dernière fois qu'on va parler de l'assurance vie cette année. On en reparlera la prochaine saison, bien évidemment. Alors, quoi de neuf en assurance vie? D'abord, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de neuf? Comment vous voyez les choses du haut de votre tour, Weddings? Ouais, bonsoir Bernard. C'est vrai qu'en assurance vie, on dit toujours que c'est un placement à long terme, donc les choses ne changent pas forcément beaucoup. Mais lorsqu'elles changent, elles peuvent changer de manière relativement conséquente pour nos clients. Alors, le principal changement, ça a été en 2017, mais je pense que tout le monde l'a impacté depuis. C'est la fameuse mise en place de la flat tax pour les contrats qui ont été ouverts après le 27 septembre 2017, pour être précis. C'est-à-dire que lorsque vous faites un rachat désormais sur votre contrat d'assurance vie, vous êtes à 30%. Vous n'avez plus la dégressivité fiscale qu'on a pu connaître précédemment pour les contrats ouverts avant septembre 2017. D'ailleurs, c'est intéressant à souligner, vous n'avez plus que le Portugal. Lorsque vous êtes résident fiscaux portugais, vous n'avez plus que le Portugal qui a conservé la dégressivité fiscale du contrat d'assurance vie, c'est-à-dire en clair, plus vous le gardez, moins vous payez d'impôts lorsque vous faites un rachat. Donc ça a été le principal changement sur la France en 2017. Par contre, on est, entre guillemets, pour le moment rassuré, puisqu'il ne semblerait pas que la nouvelle majorité, on ne sait pas quelle majorité, plaisanterie, je ne sais pas quelle majorité, mais en tout cas, il ne semblerait pas que le contrat d'assurance vie au niveau de l'aspect transmission d'essai soit sous les fourches codines du nouveau président de la République, en tout cas du président de la République réélu et de sa majorité. C'est-à-dire que l'avantage fiscal qu'on connaît tous en matière de transmission d'essai pour le contrat d'assurance vie resterait en France et serait maintenu pendant au moins les 5 années qui viennent. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les clients. Alors, moi, j'ai envie de prendre le problème, ou pas problème, mais le sujet plutôt, j'ai envie de le prendre différemment et de voir les choses autrement. Alors, on a aujourd'hui un cadre, il est ce qu'il est, on va dire qu'il est adapté à certaines personnes, inadapté à d'autres personnes. Donc, de toute façon, quand on est conseiller comme moi, on ne le propose qu'aux gens auxquels c'est adapté et on ne le propose pas aux gens auxquels c'est inadapté. Et quand on agit de son propre chef, si on détermine que c'est adapté, on y va. Si on détermine que c'est inadapté, on n'y va pas. Et là-dessus, le cadre, ce n'est pas vous et moi qui allons le changer. Ouais. En revanche, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même un côté un peu poussiéreux dans cette assurance vie, non pas par rapport aux choses dont on a l'habitude, mais par rapport à tous ces nouveaux produits qui arrivent. Donc, le private equity, la dette privée, les fonds qui peuvent être un peu bloqués, les fonds qui sont bloqués 1 an, pas bloqués 1 an. Je vous donne deux exemples. Un qui vous concerne Weddings et un qui concerne Generali. J'avais conseillé à beaucoup de clients d'acheter un certain produit, un produit en dette immobilière par rapport à un fonds. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que c'est allé vite avec vous, mais on a quand même mis 3 semaines, on avait quand même mis pour arriver à trouver une manière
peu coûteuse, une manière de qualité, respectant les intérêts de chacun, pour pouvoir acheter ce fonds en série pour les clients chez vous. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai un client qui a voulu l'acheter, qui avait un contrat chez Generali. Donc, Generali n'a pas dit non. On a mis 4 semaines. J'ai 3 documents à faire signer et un mail à envoyer. J'aurais acheté dans un compte titre, je mettais entre 5 secondes et 1 minute, ou alors j'envoyais juste une instruction écrite au détenteur de compte titre. Et là, c'est là-dessus que je veux vous interroger, parce que vous êtes un petit peu du côté des commerciaux qui viennent vous expliquer ce dont ils ont besoin, un petit peu du côté du juridique, où vous avez des lois, enfin, votre propre loi d'abord, la loi du contrat, la loi du Luxembourg, et vous devez faire avec. Alors, première question, ne pensez-vous pas que c'est aujourd'hui un frein et qu'il faut vous réinventer? Deuxième question, qu'est-ce que vous avez juridiquement pour faire ça et comment est-ce que vous voyez les choses? C'est vrai que vous avez raison, quand on parle d'assurance vie, parfois, quand vous rencontrez des clients ou des prospects, ils vous disent le contrat d'assurance vie, ça fait un peu la gestion de patrimoine de papa, voire même de grand-papa. Tout le monde avait son contrat d'assurance vie. Bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément très sexy, si vous me permettez le terme. Ensuite, c'est vrai que je pense que sur les contrats quand même luxembourgeois, il y a quand même une souplesse. Et vous l'avez dit, peu importe avec laquelle compagnie vous avez travaillé, mais je pense qu'il y a quand même une souplesse que n'ont pas les assureurs français, puisque lorsqu'on travaille en contrat d'assurance vie ouvert à Luxembourg, vous relevez des règles luxembourgeoises en matière d'actifs. Et c'est vrai que le panel est beaucoup plus large. Nous, ça fait longtemps, et maintenant c'est incontournable dans les contrats luxembourgeois, qu'on recourt à la dette privée, qu'on recourt au private equity, etc., sur lequel ne sont pas du tout à l'aise les assureurs franco-français. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas la volonté qui manque, c'est la législation qui n'est pas adaptée. Donc je pense que du côté luxembourgeois, au niveau de cette législation, on est quand même un petit peu en avance, si on peut dire. En tout cas, on arrive à répondre et à coller un petit peu plus au marché de la gestion de fortune. Vous l'avez dit, le recours à la dette privée, le private equity, pourquoi pas à terme les crypto-monnaies assez rapidement. Les assureurs français sont un petit peu en retard sur ce point. Ensuite, comme vous l'avez dit également, et là, il faut que le client le comprenne, lorsqu'on souscrit un contrat d'assurance vie, par définition, on rentre, les actifs appartiennent à la compagnie. Le client devient, je vais faire mon juriste, simplement titulaire d'un titre de créance. On n'est pas comme dans le cadre d'un compte titre. Il y a un transfert de propriété du client en faveur de la compagnie et ça va justifier effectivement un certain nombre de due diligence qui peuvent être un petit peu longs à mettre en place. Et c'est vrai que c'est là sur lequel les compagnies doivent accélérer le mouvement. Alors ensuite, comment y remédier? Qu'est-ce que nous, on a à notre niveau? Déjà, d'une part, c'est vrai qu'à Luxembourg, comme je vous le disais, on travaille quand même beaucoup main dans la main avec les autorités de tutelle. Donc, je pense que le fameux commissariat aux assurances luxembourgeois, il est conscient qu'il faut coller aux intérêts du marché et aux intérêts du client et peut-être assouplir un certain nombre de procédures et pourquoi pas inputer d'autres actifs sous-jacents. Les crypto-monnaies dont je parlais tout à l'heure, ce n'est pas un hasard parce qu'il y a vraiment une réflexion pour à terme intégrer de la crypto-monnaie dans le contrat d'assurance vie luxembourgeois. Et puis au niveau compagnie d'assurance, ça veut dire aussi peut-être un petit peu plus se staffer. Ça veut dire être sur plus de personnel. Je ne dis pas que le plus de personnel est toujours la réponse à tout, mais c'est vrai qu'en termes d'investissement, l'équipe investissement, l'équipe ingénierie patrimoniale, on doit être peut-être un petit peu plus de personnel veut parfois dire plus de réactivité pour pouvoir répondre aux clients et à vous, Bernard, en tant que partenaire qui est venu vers nous le plus rapidement possible pour pouvoir défendre le contrat d'assurance vie, alors que je comprends le client peut vous dire, Bernard, on l'aurait fait ensemble sur un compte titre, en 3 francs 6 sous, ça aurait été bâché. Justement, c'est petit à petit les lois qui ont fait que le contrat d'assurance vie perdait de ses avantages par rapport au compte titre. Bon, aujourd'hui, il reste de mon point de vue, il reste 2 choses essentielles de différence. La première différence, c'est qu'on est à l'intérieur d'un contrat et tant qu'on reste dans le contrat, on ne déclenche pas de fiscalité et on ne déclenche pas de compteur fiscal. Donc ça permet de travailler un peu comme si on possédait son propre fonds. Et c'est sur cette réflexion que j'ai envie d'aller. Comme on travaille un peu comme si on possédait son propre fonds, est-ce qu'il ne faudrait pas aller faire ce grand pas en avant et transformer ça comme un espèce de mini-fonds
personnels et mini-fonds individuels. À Luxembourg, il y a une particularité. On peut avoir ce qu'on appelle un fonds privé, c'est-à-dire une espèce de fonds familial. Vous allez voir les autorités de tutelle, vous leur dites, voilà, nous, on est une famille, à la limite, on a 2-3 copains aussi, on a 30 millions, 40 millions, et on voudrait les gérer comme si c'était un fonds, mais c'est notre fonds, c'est nous qui gérons, c'est nous qui faisons la comptabilité, un petit peu comme si c'était notre PME. C'est une des particularités luxembourgeoises. Tant que c'est la famille et les copains, et tant que c'est moins de 100 millions, ils acceptent. Et, enfin, ils peuvent accepter, et vous vous retrouvez là-dedans. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à pousser tout ça et à dire, voilà, le nouveau contrat d'assurance vie, c'est quoi? C'est le fonds privé de monsieur Untel, c'est le fonds privé individuel. Donc, vous avez le droit d'acheter ce que vous voulez, comme un fonds, comme un espèce de fonds carte blanche, et vous faites votre sauce. L'assurance, elle vous fait quoi? Elle vous fait la comptabilité, elle vous fait teneur de compte, enfin, elle vous fait en vérité tout le boulot de la société de gestion normalement pour un fonds. Elle se fait rémunérer pour ça. Cerise sur le gâteau, les autorités de votre pays, parlons pour nous les Européens, enfin, les gens de la communauté européenne, les autorités de votre pays vous font un petit cadeau fiscal au niveau du décès. Il peut être entre 0 et énormément, ça dépend, chacun sa sauce. Laissons ça de côté, c'est un petit bonus, c'est un petit plus, et après on a notre fonds privé. Et là, on rentre vraiment dans la finance du 3e millénaire, enfin, même si on est encore loin, mais on rentre dans la finance presque du 22e siècle. Chaque individu peut détenir son propre fonds. Vous en pensez quoi? C'est vrai que oui, ça peut être une des possibilités, une des options. Ensuite, ça prend du temps à mettre en place. C'est vrai qu'au Luxembourg, vous l'avez dit, vous pouvez créer votre propre fonds lorsque vous êtes une famille, des amis. Donc, ça permet quand même de réduire tout ce qui est due deal, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus efficace à mettre en place. Après, je vais défendre pour une fois mes petits copains et les confrères des compagnies françaises parce que, comme on l'a dit, eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont soumis à la législation au code des assurances. Donc, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi dans le contrat. Après, c'est une réflexion qui est peut-être beaucoup plus vaste et qui touche, c'est la gestion de patrimoine 3.0 pour les décennies à venir. C'est-à-dire que le contrat d'assurance vie, il faudra lui mettre un coup de dépoussiérage et il va falloir peut-être le rendre beaucoup plus souple dans sa partie actif sous-jacent, ce qu'on met à l'intérieur du contrat, ce qu'on met dans le cœur du réacteur, tout en sachant, il ne vous a pas échappé, et je pense qu'à nos auditeurs non plus, que le support euro du contrat d'assurance vie, c'est terminé. Cette fois, avec l'inflation qui remonte, on n'en parle quasiment plus. Donc, il va falloir mettre des nouvelles choses à l'intérieur, il va falloir mettre du private equity, il va falloir mettre de la dette immobilière, il va falloir accepter plus largement des titres en direct. Tout ça, que ça se passe de manière beaucoup plus souple, puisque vous avez dit l'avantage, c'est l'avantage de la taxation différée, surtout dans les marchés chahutés, peut-être lorsqu'on va le connaître. Par contre, c'est des choses qui prennent du temps. Ça veut dire s'attaquer au code des assurances en France. Et je ne sais pas si c'est la première des motivations de la nouvelle mandature. Même si c'est l'éternel tarte à la crème, ça pourrait permettre quand même de flécher. Mais ça, je pense que vous l'avez vu tout au long de votre carrière, Bernard, vous avez dû l'entendre des dizaines de fois, flécher l'épargne des Français vers le fonds, flécher l'épargne des Français vers l'économie productive, etc., pour à la fois rendre service à l'économie et aux entreprises et à la fois rendre service à l'épargnant pour qu'il ait plus de rentabilité. Mais ça, c'est quand même un très vaste chantier et je ne sais pas si c'est le chantier, je le répète, prioritaire du contrat d'assurance. Eh bien, c'est sur ces bons mots qu'on va s'arrêter. Voilà. Alors, comment disent les Anglais, l'assurance vie est morte, vive l'assurance vie. Est-ce qu'on aura une nouvelle assurance vie? On verra. On verra si on a été un petit peu écouté, si on a été entendu. Et de toute façon, on en reparlera plus en détail en septembre prochain à la rentrée. Alors, très vraisemblablement. Alors, on vous verra à la dernière émission du mois de juin pour participer au débat, qui sera probablement un débat sur l'inflation. Et c'est là que je vous souhaiterai de bonnes vacances. Pour l'instant, je vous dis, gardez le pont, restez prêts et puis à très bientôt. Voilà. Eh bien, à très bientôt, Bernard. À très bientôt. Bonsoir. À très bientôt. Au revoir. La French Radio. Portugal.